Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le G5 Sahel, réuni en N'Djamena, a adopté d'importantes décisions comme la création d'une compagnie aérienne régionale et une école de guerre qui sera basée en Mauritanie, la sous-région marquée par le terrorisme entend gagner la bataille contre l'insécurité. Le Mali décrète l'état d'urgence et 3 jours de deuil national au lendemain de la prise d'otage dans un hôtel de Bamako. Le Burkina, solidaire du deuil qui frappe le peuple malien, lui a exprimé sa compassion par la voix du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le Burkina a maintenant internalisé les 5 directives de l'UEMOA sur l'harmonisation des règles de gestion des budgets. La dernière loi a été adoptée par le CNT. La ministre déléguée chargée du budget, Amina Bila, vient nous en parler. Elle est notre invitée. Bonsoir, Madame la ministre. Cela dit, le président du Faso, Michel Kafando, a pris part hier à N'Djamena au 2e sommet du G5 Sahel sur la sécurité. Ironie de l'histoire, au moment où les chefs d'État de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad et du Burkina entamaient leurs discussions, que leur parvenait la nouvelle de la prise d'otage à Bamako. Autant dire que ce fut le principal sujet de cette conférence, qui a aussi adopté d'importantes décisions sur le développement. Reportage de nos envoyés spéciaux, Mamadou Dabiré, Ernest Kambiré. C'est un sommet des chefs d'État du G5 Sahel consacré à la sécurité et au développement dans la bande sahélo-sahélienne, largement dominée par l'attaque terroriste et la prise d'otages à Bamako. À l'annonce de cette énième attaque au Mali par le président Idriss Déby Itno, président hôte du sommet, c'était l'indignation et la consternation dans la salle à l'ouverture du sommet. Et c'est entre compassion et condamnation que les chefs d'État du G5 et le sommet ont pris des engagements forts pour contrer la menace terroriste. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une école régionale de guerre du G5 Sahel en République de Mauritanie, un centre de formation qui sera fonctionnel dès 2016. Toujours pour faire face à la menace terroriste, le sommet a décidé de la création immédiate d'une force conjointe de patrouille militaire dans les pays membres du G5 Sahel. Lutter contre le terrorisme, c'est aussi apporter des réponses à la pauvreté, au trafic illicite de tout genre, au chômage des jeunes et aux flux migratoires dans le Sahel. Le sommet ordinaire du G5 Sahel a donc décidé de la création d'une compagnie aérienne régionale pour améliorer les dessertes, de la construction d'une ligne de chemin de fer reliant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Pour booster le développement, les chefs d'État ont souhaité de toute urgence la formulation de projets structurants dans les secteurs des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et agricoles, avec le soutien des partenaires techniques et financiers qui ont activement pris part au sommet. Préoccupés par la situation des jeunes, les chefs d'État ont dit être conscients que le G5 constitue un espace d'origine et de transit des migrants et qu'il ne saurait y avoir de développement et de sécurité sans une jeunesse saine, éduquée et épanouie à même de contribuer à l'effort et au progrès national. Il est de notre devoir de les fixer et de les orienter vers des activités génératrices de revenus à même de leur permettre de se prendre en charge. Il en est de même pour les femmes. C'est la seule voie du salut. Je lance à cet effet un appel à nos partenaires de nous soutenir dans cette démarche. Le président tchadien Idriss Déby, président en exercice entrant du G5 Sahel, a salué les importantes résolutions du sommet avant de réaffirmer son engagement à poursuivre et à consolider les actions du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie. Le président du Faso a quant à lui réaffirmé la disponibilité et la volonté du Burkina Faso à participer à la recherche d'une véritable stabilité dans la sous-région. Le Burkina doit avoir confiance au G5 Sahel. Le Burkina doit mettre tous les atouts nécessaires pour que ce groupe-là fonctionne. Et le Burkina doit avoir pleinement confiance dans cet instrument-là. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut observer, c'est un groupe beaucoup plus structuré, beaucoup plus logique, j'allais dire. En tout cas, je peux vous dire que c'est une conférence fort réussie, positive, parce qu'elle ne s'est pas contentée de faire des déclarations comme on a l'habitude de le faire. Elle a mis en place des projets. Reste à consolider tous ces projets au plus vite sur le terrain. Dans tous les cas, la région sahélienne ne pourra croître et se développer si elle est soumise
à des actes de violence, des crises alimentaires et à une instabilité politique à répétition. Revenons à la prise d'otages qui a eu lieu hier à Bamako. Les autorités maliennes sont à la recherche de personnes impliquées dans cette prise d'otages à l'hôtel Radisson qui aurait fait, selon une source militaire, 27 morts. Le président malien qui est rentré de N'Djamena a décrété l'état d'urgence et un deuil national de 3 jours. Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu aujourd'hui sur les lieux du drame. Le Mali vit sous le régime de l'état d'urgence au lendemain de l'attaque d'un hôtel de luxe de sa capitale Bamako. 140 clients et 30 employés représentant au moins 14 nationalités se trouvaient au Radisson Blu, un établissement réputé très sûr. Le bilan est à minima de 27 morts selon une source militaire. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de lundi. Samedi, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu sur place. Nulle part dans le monde aujourd'hui n'en est à l'abri de ces barbares de notre temps. Ces hommes qui ne mettent pas le nom d'hommes. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous la connaissons et la chérissons. Nos valeurs ne sont pas les leurs. Étrangement, un drapeau du groupe État islamique a été retrouvé sur place alors que l'attentat a été revendiqué auprès d'un site mauritanien et de la chaîne de télévision Al Jazeera par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, son chef Mokhtar Belmokhtar précisant que l'opération avait été montée conjointement avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. La police malienne recherche 3 personnes susceptibles d'être impliquées dans cette attaque alors qu'au moins 3 terroristes auraient été tués ou se seraient fait exploser. Le Premier ministre burkinabé a rendu une visite à l'ambassadeur du Mali au Burkina au lendemain de la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. Yacouba Isaac Zida a exprimé à cette occasion la compassion et le soutien du peuple burkinabé à son frère malien. Olopoda Jérémy Ouedraogo. Suite à la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako, causant la mort à une vingtaine de personnes, le chef du gouvernement est allé exprimer la compassion et le soutien du Burkina à la République sœur du Mali. Vous avez suivi avec nous les événements douloureux qui se sont déroulés hier dans la matinée à Bamako. Je veux parler de la prise d'otage à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. C'est tout à fait indiqué à l'issue de cela que nous puissions venir témoigner la compassion du gouvernement et du peuple burkinabé, à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à son personnel et à travers eux au peuple malien et tout entier. Il a dit que nous éprouvons la même douleur, nous souffrons avec eux. Yacouba Isaac Zida a insisté sur l'engagement du Burkina aux côtés du Mali pour traquer et combattre les auteurs de cet acte jugé ignoble. Il a également invité tous les acteurs pour une éradication du terrorisme qui, dit-il, compromet dangereusement la sécurité et la quiétude des populations. Le Conseil national de la transition a adopté le 6 novembre dernier une loi organique correspondant à une directive de l'UEMOA sur le tableau des opérations financières de l'État. Une loi qui instaure la gestion axée sur les résultats avec son outil d'opérationnalisation qu'est le budget programme. Roger Kam, Bouma Ernest Nebier. Beaucoup de dossiers entassés qui demandent traitement et signature. Nous sommes au ministère de l'économie et des finances, plus précisément dans le bureau de Amina Bila, ministre délégué chargé du budget. Pratiquement tout doit atterrir ici. Vous pouvez facilement avoir, pourquoi pas 600 dossiers à traiter la même journée, sans oublier ces décisions de déblocage. Des dossiers urgents pour la plupart qu'elle doit cependant lire minutieusement avant de signer. Elle dit partager son quotidien entre la gestion de ses dossiers physiques, ceux dans l'ordinateur et le téléphone. Une forte concentration de dossiers au niveau du ministère de l'économie et des finances qui constitue parfois un frein au bon fonctionnement des services de l'administration. Cette forte concentration du pouvoir au niveau du ministère de l'économie et des finances a été pendant longtemps préjudiciable à la performance même de l'administration. C'est pour apporter une solution durable à ces problèmes que le gouvernement de la transition a adopté une loi qualifiée de constitution financière. Votée à l'unanimité par les députés de la transition, cette loi va révolutionner la gestion des finances publiques. C'est une constitution financière qui prend en compte un certain nombre de réformes. Réformes d'abord budgétaires,
ensuite réforme au niveau du contrôle et également réforme au niveau de la comptabilité. Selon le ministre délégué, elle sera un véritable soulagement dans le traitement des dossiers. C'est une loi que le régime prochain pourrait apprécier positivement, vu son importance. Alors, Madame le ministre délégué chargé du budget, le décor est campé. Et cette loi, vous dites que c'est une constitution financière. Elle est aussi importante que cela? Oui, merci Godefroy Bazier. Elle est très importante parce que c'est une loi qui vient permettre au Burkina Faso d'internaliser définitivement l'ensemble des directives de l'UEMOA au nombre de 5, parce que la principale qu'on appelle la directive MED, le Code de transparence, a été adopté en 2013. Il restait maintenant les 5, la loi de finances, la comptabilité générale de l'État, la réglementation de la comptabilité générale de l'État, le plan comptable de l'État, le tableau des opérations financières de l'État et la nomenclature budgétaire de l'État. Donc, la principale, c'est la loi de finances et c'est ça qui a fait l'objet d'adoption au niveau du Conseil national de transition à travers une loi organique. C'est important de préciser, ce n'est pas une loi simple, comme c'est le cas, avec une facilité de changement au gré des gouvernements qui vont venir. En l'érigeant en loi organique, il faut aller désormais au niveau de la Constitution pour pouvoir la modifier. Donc, cette loi étant adoptée, les décrets d'application sont les 4 autres directives et ça aussi, ça a été adopté. Donc, c'est véritablement une loi qui va tout révolutionner, aussi bien au niveau des finances publiques qu'au niveau de l'administration publique. Alors, on parle de révolutionner, ça veut dire qu'est-ce que concrètement le Burkina va gagner dans cette loi-là? Comme c'est dit dans le reportage, il y a principalement 3 types de réformes introduites à travers l'adoption de cette loi. Les réformes budgétaires avec l'outil d'opérationnalisation de la gestion axée sur les résultats qui est le budget programme, les réformes au niveau du contrôle et les réformes au niveau de la comptabilité publique. Si je prends côté d'abord contrôle, vous verrez que le plus souvent, il est reproché au ministère de l'économie et des finances une certaine lenteur dans le traitement des dossiers, non pas parce que la volonté manque, mais parce que les capacités manquent. Parce qu'on a vu cette pile de dossiers. Exactement. Quelle que soit la volonté de l'individu, il a ces capacités qui sont limitées. Si bien que, obligatoirement, le délai de traitement de ces dossiers ne peut pas être forcément en conformité avec les attentes des ministères sectoriels ou bien de la population. Donc, quand on regarde au niveau des réformes de la comptabilité, il reviendra désormais de réduire un peu le contrôle a priori, c'est-à-dire avant l'engagement d'une dépense, et mettre maintenant l'accent sur le contrôle a posteriori qui est assuré au niveau de la Cour des comptes et également au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les ministères pourront faire les dépenses et puis après aller justifier au niveau de la Cour des comptes. Exactement. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, pratiquement toutes les dépenses supérieures à 1 million doivent transiter d'abord, doivent avoir l'obligation d'approbation au niveau du ministère de l'économie et des finances et plus essentiellement au niveau du ministre de l'économie, du ministre du budget, que ce soit le ministère de l'éducation, toutes les petites entités au sein des ministères doivent faire passer leur marché au niveau du ministre délégué chargé du budget. Donc, à ce moment, avec la nouvelle réforme, il est loisible désormais que chaque ministre gère son budget en cours d'année et maintenant, à la fin de l'année, il est fait obligation à la Cour des comptes de vérifier la qualité de la politique publique qui a été exécutée. Et à ce moment, les sanctions devraient tomber immédiatement et non peut-être 10 ou 20 ans après, comme c'est le cas actuellement. Maintenant, lorsqu'on revient au niveau de la principale réforme sur laquelle toutes les réformes sont adossées, c'est au niveau de la réforme budgétaire qui introduit le budget programme avec la gestion axée sur les résultats. À ce niveau, il y a beaucoup d'éléments qui concourent à ce que véritablement le Burkina soit gagnant. Si vous le permettez, on peut citer rapidement, par exemple, la pluriannualité de la dépense, parce qu'aujourd'hui, chaque année, on adopte le budget et ce n'est pas certain qu'un investissement pluriannuel ait une inscription budgétaire sur la pluriannualité.
Donc, il est possible que d'une année à une autre, un investissement connaisse une rupture dans l'exécution pour faute de financement. Et désormais, c'est la pluriannualité, c'est-à-dire la sauvegarde des crédits sur la durée de vie d'un projet. Il y a le débat d'orientation budgétaire qui voudrait qu'au plus tard, le 30 juin de l'année qui précède l'adoption du budget suivant, qu'on puisse présenter les grandes priorités du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce ne soit pas au mois de septembre que le gouvernement présente les priorités qui pourraient être à ce moment en déphasage avec les attentes des populations, étant donné que c'est l'Assemblée nationale, les députés qui sont représentatifs de la population. Voilà encore une autre innovation liée à la réforme du budget programme. Sans oublier la gestion axée sur les résultats, on n'octroie plus les crédits pour une politique publique en fonction du ministre qui porte la politique, mais il y a davantage la sincérité budgétaire. Tout devra être justifié au dernier centime. Donc voilà autant d'innovations. Il y en a suffisamment, mais ça, c'est quelques innovations. Alors si on a tous ces avantages, pourquoi on a attendu si longtemps pour adopter cette loi organique? Oui, au départ, lorsqu'on présentait les avantages de cette réforme, véritablement, tout le monde était admiratif. Mais à un moment donné, lorsqu'on présente les exigences, eh bien, il y a un frein. Parce qu'il y a des exigences. Il y a la responsabilité des acteurs. L'innovation majeure qui est liée également au budget programme, c'est les ordonnateurs multiples qui voudraient que chaque année, chaque ministre devienne son propre ministre du budget. Tout comme le ministre de l'économie l'est aujourd'hui pour tout le budget de l'État. Mais le ministre de l'économie garde toujours son rôle de contrôle général du budget. Exactement, avec son pouvoir de régulation du budget, puisqu'il reste l'ordonnateur principal unique au niveau de la mobilisation des ressources. Et lorsqu'il y aura une contrainte de trésorerie ou contrainte budgétaire, il sera obligé de freiner un peu le rythme d'exécution des dépenses au niveau des ministères sectoriels qui deviennent des ordonnateurs principaux des crédits qui leur sont confiés au niveau de leur ministère. Alors, l'échéance communautaire, c'est pour 2017. Madame le ministre, que peut-on dire aux futurs dirigeants burkinabés et autorités qui seront élus d'ici là pour que cette échéance communautaire soit respectée? Il faut dire d'abord que l'essentiel est que cette loi soit adoptée, quelles que soient les raisons qui ont prévalu, par exemple, qu'elle ait connu un retard, parce que c'était prévu qu'au plus tard, décembre 2011, que tous les pays aient internalisé l'ensemble des directives dans leur législation nationale. Et malheureusement, le Burkina Faso a été le dernier, et ce n'est que le 6 novembre, comme vous le dites. Maintenant, la contrainte majeure qui existe, qui puisse peut-être ne pas nous permettre d'aller à la mise en application intégrale de cette réforme, c'est au niveau du système d'information. Et là, des études ont été déjà faites pour s'assurer des applications informatiques, que ce soit des applications métiers ou des applications transversales qui sont impactées par l'approche programme. Parce que le budget sera présenté désormais par programme et par politique publique. Et par exemple, le CID, circuit intégré de la dépense, le CIS, circuit intégré de la recette, ne sont pas actuellement paramétrés pour prendre en compte cette nouvelle donne. Donc, il va falloir adapter le système d'information et c'est ça qui peut peut-être empêcher la mise en œuvre intégrale à partir de 2017. Mais toutes les dispositions sont prises, même si c'est progressivement, il est attendu qu'au plus tard 2017, on puisse commencer l'expérimentation de la mise en application avec quelques ministères, le temps peut-être de basculer intégralement aux environs de 2019. Voilà, merci beaucoup, Madame le ministre délégué chargé du budget, Amina Bila, qui est venue nous parler de cette loi organique adoptée le 6 novembre dernier par le Conseil national de la transition. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres aspects qu'on aurait pu évoquer, mais nous avons des impératifs de temps. Nous vous remercions d'être venus ce soir sur notre plateau nous parler de cette loi organique. Restez avec nous pour la suite du journal. Le programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT prévoit dans son exécution la construction d'infrastructures scolaires comme les collèges d'enseignement général CG. La commune de Bama, au nord de Bobo-Dioulasso, dispose grâce au PSUT d'un CG qui a été inauguré hier par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Reportage Martin Zerbo, Moussa Sano.
L'école primaire publique de Badara dans la commune de Bama a son collège d'enseignement général. Un complexe scolaire composé d'un bloc pédagogique, d'un logement et de latrines. Inauguré officiellement ces jours par le Premier ministre, ces infrastructures sont une réalisation du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition. En termes d'éducation, voilà, nous avons pu réaliser un certain nombre d'infrastructures, dont celle-là qui a été construite ici à Bama, pour donc faire face au déficit d'infrastructures dans le cadre du continuum. Avec ces CG, c'est une chance qui est désormais offerte aux élèves de l'école primaire de Badara de poursuivre leurs études tranquillement dans le poste primaire. Je crois que ce n'est pas toutes les communes qui ont eu la chance d'avoir un joyau comme ça. Et si Bama a eu cette chance-là, je crois que c'est véritablement une fierté qui nous anime aujourd'hui. Avec des classes pléthoriques en termes d'effectifs, je crois que ça va réduire un tant soit peu les effectifs dans les différentes classes. Il est question donc de veiller à ce que rapidement il y ait des professeurs. Je pense que cela sera fait par le ministère en charge. Il est également question de penser à électrifier donc, le bâtiment pour permettre donc, son exploitation optimale. Nous allons réfléchir sur la question. Le chef du gouvernement est d'accord qu'il faut un certain nombre de mesures pour accompagner le nouveau collège de Badara. Un complexe scolaire qui aura coûté au PSUT le programme socio-économique d'urgence de la transition, la bagatelle de 30 millions de francs CFA. Restons dans la région, plus précisément à Bobo Dioulasso, où 3 communications ont été données hier par le ministre de la Communication et 2 magistrats. Le bilan de la transition, la loi anticorruption et le pacte pour le renouveau ont été évoqués pour faire ressortir les acquis et les insuffisances de la transition à la matière. Drissa Traoré, Ouidia Rokia Sanou. Une réduction de 80 francs CFA en tout sur le prix des hydrocarbures, la réouverture de certains dossiers de crimes de sang, le programme social d'urgence de la transition pour notamment soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Des acquis parmi d'autres relevés dans cette communication sur le bilan de la transition. Il s'agit vraiment d'un échange direct, franc, pour que les populations, à travers cet exercice de redevabilité, puissent se rendre compte de tout le travail qui a été abattu par la transition et amener les populations à s'approprier donc ces concepts, ces valeurs, le contenu de ces dispositions, les mettre en œuvre et cela donc permettra évidemment de réformer le système de gouvernance et réussir les élections au Burkina Faso. Le RSP, l'insuffisance de financement, les différentes grèves et manifestations sont au nombre des difficultés rencontrées par la transition. Certaines demeurent, mais le communicateur reste confiant quant à l'avenir du Burkina Faso. À travers donc la réforme du cadre institutionnel, du cadre législatif, du cadre réglementaire, il y a un certain nombre de libertés aujourd'hui qui sont une réalité. Je reste persuadé donc qu'il y a un lien qui permettra en tant que tel au prochain gouvernement de continuer sur cette dynamique. La loi anticorruption et le pacte pour le renouveau de la justice, 2 autres acquis de la transition, ont aussi fait l'objet de communication. Une série de communications bien appréciées dans l'ensemble par les participants. La CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, a entrepris une campagne d'interpellation sur les dossiers pendant que la transition devrait régler. La CCVC interpelle dirigeants de se pencher sur les crimes impunis et de la vie chère et la corruption. La coalition se dit insatisfaite du bilan de la transition à la matière, d'où sa tournée à travers le Burkina. Issa Kafando, Draman Guinée. Mobilisation et lutte. La CCVC, Coalition nationale de lutte contre la vie chère, n'est pas contente du bilan de la transition. Au cours de ce meeting, Chrysogoun Zougmori et ses camarades interpellent les autorités de la transition sur les dossiers encore pendants. Ils font allusion aux questions de l'impunité, de la liberté et de la vie chère. Où en sommes-nous un an après, avec les nombreux dossiers portés par le collectif, puis par la CCVC? Où en sommes-nous en particulier avec les dossiers d'Abo Boukari et Norbert Zongo? Où en sommes-nous avec les dossiers des martyrs de l'insurrection et des résistants aux pushs du 17 septembre? La deuxième pique est venue pour les futures autorités du pays. Passe et forces militaires étrangères, voilà des éléments de préoccupation nouveaux qui sont désespérément absents, hélas,
des fameux projets de société ainsi que des discours de campagne. Trouvez-vous normal que les travailleurs se battent depuis plus de 25 ans contre les passes et que les prétendants à la direction politique de notre pays observent un silence radio sur la question? La CCVC entend transmettre ses préoccupations à chacun des candidats à la présidentielle. Son message est clair. Le peuple insurgé a des fortes attentes. Mobilisation et lutte. Plusieurs membres du gouvernement se sont rendus jeudi dernier sur le site du forage Christine, célèbre forage situé dans la commune de Déhou, à 180 km de Dori. Cette visite a permis au ministre de s'imprégner des difficultés de fonctionnement de cette infrastructure hydraulique essentielle pour les hommes et les animaux de la région. Yacouba Ouedraogo, Joseph Ambara. En avril dernier, le forage Christine a arrêté de fonctionner du fait de la panne du groupe électrogène qui l'alimente, ce qui a causé la perte de plusieurs dizaines d'animaux, car ce sont plus de 230 000 animaux qui viennent s'y abreuver par an. C'est afin de s'imprégner des difficultés que rencontrent les utilisateurs de ce forage que le ministre des Ressources animales et ses collègues de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de l'environnement et des ressources halieutiques et de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire s'y sont rendus. Ils ont ainsi pu échanger avec la population, ce qui leur a permis de mettre en exergue le problème de la gestion des fonds générés par l'exploitation du forage auquel les autorités promettent remédier. En réfléchissant bien ensemble, peut-être qu'on va trouver une formule qui permette effectivement à ce que cette infrastructure-là s'autofinance et même puisse permettre de faire des aménagements et des investissements complémentaires. Ce déplacement au forage Christine a été l'occasion pour la délégation ministérielle d'effectuer une escale à l'école primaire publique d'Oussi, où le ministre Samandou Koulibaly a encouragé le personnel de cet établissement scolaire. La délégation s'est aussi arrêtée à la brigade territoriale de gendarmerie d'Oussi, où les ministres ont témoigné leur solidarité au commandant de cette brigade et à ces hommes qui ont été victimes d'attaques il y a quelques mois de cela. Les hebdomadaires de cette semaine commentent la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives du 29 novembre. La prétendue conversation téléphonique entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé à propos du putsch du 16 septembre intéresse aussi mes confrères. Revue de presse, Sibidi Issa Lankwande. Les hebdomadaires de la semaine reviennent tous sur la campagne électorale pour le double scrutin du 29 novembre. Si le journal du jeudi présente les présidentiables en notant les forces et les faiblesses de chacun, l'hebdomadaire satirique note aussi que les candidats font des promesses en déphasage avec la réalité. L'opinion pense que c'est une campagne sans relief, terne et ennuyeuse du fait de ce qu'il qualifie de refus d'organiser des élections ouvertes. Ce qui a tué le suspense selon le journal, tout en résumant l'enjeu électoral en un combat de coq-lait. Faut-il désespérer des relations entre le Burkina post-insurrectionnel et la Côte d'Ivoire? Le journal du jeudi s'interroge sur la question. Le putsch de septembre a sémé un coup de froid entre les deux voisins, entonne le dromadaire, et pour cause, la circulation d'un présumé enregistrement téléphonique entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, le premier en train de donner des instructions au second pour remettre le projet du coup d'État sur les rails. La guéguerre, selon Gigi, se déroule exclusivement sur la toile, alors que les autorités, elles, ne pipent mot sur l'authenticité ou non de l'enregistrement. Pour l'hebdomadaire satirique, tout porte à croire que le putsch n'a pas été ficelé par tout l'appareil d'État ivoirien, mais bien par le clan Soro. Toute chose qui pourrait disculper le chef de l'État ivoirien et lui permettre de se réconcilier avec ses voisins burkinabés. En attendant, poursuit le dromadaire, la diffusion de l'élément audio est venue jeter un pavé dans la mare des relations boueuses entre Ouagadougou et Abidjan, et il faut vite sortir de cet imbroglio qui, finalement, n'arrange personne. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.